Il existe des villes qui semblent porter en elles une ombre plus lourde que d'autres. Des lieux où l'air paraît saturé d'un silence inquiétant, comme si le temps lui-même hésitait à s'y écouler. Daggerlin, petite bourgade oubliée au bord d'un lac sans nom, faisait partie de ces endroits. Ceux qui y vivaient savaient que certaines règles ne relevaient pas seulement de la prudence, mais de la survie. Car ici, les disparitions n'étaient pas rares. Elles avaient le goût amer d'une malédiction. Dans les grandes villes voisines, Westlake, North Olmsted, lorsqu'un enfant disparaissait, des hélicoptères survolaient les rues. Des foules de volontaires fouillaient chaque bois, chaque entrepôt. Mais à Daggerlin, les choses se passaient autrement. Un shérif, 2 adjoints fatigués, quelques voisins trop obstinés pour rester couchés, des lampes torches vacillantes, des pas qui s'égarent dans la boue. Et presque toujours au matin, rien. Juste un silence plus lourd, un vide plus profond. C'était pire qu'un meurtre. Un meurtre, au moins, offrait une réponse, un corps, une cause, une fin, aussi douloureuse soit-elle. Une disparition, en revanche, n'était qu'une blessure ouverte dans l'esprit collectif, une plaie qui ne cicatrisait jamais. Car on ne savait pas. Était-il mort? Était-il encore en vie? Errant, prisonnier, englouti par quelque chose de plus noir que l'eau du lac? Ce doute rongeait Daggerlin comme une infection lente, une pourriture invisible. Et ce soir-là, au milieu de la salle des fêtes éclairée par des néons blafards, un homme avait rappelé à tous la nature de cette menace. Shérif George Lost, silhouette massive, visage marqué par les années et les nuits sans sommeil, s'était tenu debout devant une rangée de chaises pliantes. Sa voix avait claqué dans le silence, froide et sans détour. Pas d'enjolivure, pas de promesses impossibles, juste des règles énoncées comme des commandements. Ne pas s'approcher du lac après la tombée de la nuit, ne jamais marcher seul le long du rivage, ne laisser aucun enfant jouer près de l'eau, et surtout, si quelque chose d'étrange se manifeste, prévenir immédiatement le shérif. Il ne parlait pas de simples rumeurs, il parlait d'un danger réel. Quelque chose rôdait autour du lac. Avant que je ne poursuive, laisse-moi glisser une note pour toi, spectateur qui écoute cette histoire. Si tu veux découvrir d'autres récits tordus, inquiétants, des histoires où la nuit avale tout espoir, alors abonne-toi dès maintenant à la chaîne Nuit d'horreur. Tu n'imagines encore pas jusqu'où l'ombre peut s'étendre. Assise au 3e rang, Jenny Harper avait écouté chaque mot, comme si sa vie en dépendait. Sa colonne vertébrale droite, ses mains jointes sur ses genoux, ses yeux fixés sur le visage dur du shérif. Les phrases s'étaient gravées en elle, brûlantes, obsédantes, au point de se répéter toute seule dans son esprit. En rentrant, elle avait fermé la boulangerie plus tôt que d'habitude, vérifié 2 fois la caisse, 3 fois la porte arrière. Puis, elle avait conduit dans les rues désertes, le moteur ronronnant comme un cœur inquiet. Lorsqu'elle avait franchi le seuil de sa maison, elle murmurait encore ses règles, comme une prière protectrice. Dans sa cuisine, le chiffon à la main, elle essuyait frénétiquement un plan de travail déjà impeccable. « Pas de route du lac après le coucher du soleil », chuchota-t-elle, en frottant une tache invisible. « Pas d'eau au-delà des genoux. Si quelque chose appelle ton nom, n'y réponds pas. » Dans l'embrasure de la porte, Daniel Harper, son mari, l'observait. Bras croisés, sourire crispé, il l'avait déjà entendu réciter ces mêmes règles 3 fois ce soir-là. « Jenny !» soupira-t-il, la voix lourde de fatigue. « Les enfants ne vont pas au lac. On a l'école, le travail, la vie. On va pas transformer ça en... » Elle se retourna d'un coup, le regard dur. « Le shérif n'est pas un homme hystérique, Daniel. S'il impose un couvre-feu, c'est qu'il a vu quelque chose. Tu n'étais pas à la réunion. Tu n'as pas vu son visage. » Daniel expira bruyamment, tentant de garder son calme. « Je comprends que tu sois inquiète. Les serrures, les règles, très bien. Mais tu parles comme si je voulais qu'on parte, » trancha-t-elle brusquement. « Juste quelques jours. On pourrait aller chez ma mère, à Cleveland, emmener les enfants, attendre que ça se calme. »
Daniel fronça les sourcils. 2 heures de route, de nuit. C'est plus sûr que de rester ici, répondit-elle, le regard glissant vers la table où Tyler et Megan dînaient en silence. À ce mot, sûr, Tyler leva la tête inquiet, mais sa sœur garda les yeux baissés, agrippant sa fourchette comme si elle pouvait se briser. Jenny vit ce détail. Elle voyait tout. Un placard laissé entrouvert, un sel déplacé de 2 cm, des miettes obstinées qui résistaient à l'éponge. Elle ne pouvait s'empêcher de corriger, de remettre en ordre. C'était sa manière de contenir la peur, de garder la folie à distance. Daniel, lui, la connaissait trop bien. Combien de fois l'avait-il observé interrompre une conversation pour redresser un cadre? Combien de fois avait-il observé ses doigts repasser 3 fois sur le verrou comme pour s'assurer qu'il existait réellement? Il l'aimait, mais il savait. Tant qu'il resterait à Dagger Linn, Jenny ne trouverait pas la paix. Il céda. « D'accord, chérie, on partira. Prépare les affaires. » Jenny se mit à bouger aussitôt, vite, méthodiquement. Chaque vêtement plié avec précision militaire, chaque sac rangé comme une énigme qu'il fallait résoudre. Elle nota sur un bout de reçu froissé « chargeur »,« médicaments »,« en-cas »,« bouteille d'eau »,« liquide ». Et tout en bas, elle recopiait encore les règles du shérif en lettres capitales comme pour les graver dans leur fuite. Même dans ce chaos, son esprit restait rivé à une seule certitude. Ce n'étaient pas des simples histoires, et quelque chose, là dehors, les attendait. Jenny travaillait vite, parce que la vitesse l'empêchait de trop réfléchir. Chaque geste devenait un rempart contre l'angoisse. Vêtements empilés par personne, chaussettes imbriquées parfaitement, trousses de toilettes zippées dans des pochettes transparentes. Elle vérifiait, puis revérifiait, jusqu'à ce que la logique rassurante des objets en ordre vienne étouffer un instant le chaos intérieur. Dans son carnet improvisé, elle avait écrit « chargeur, inhalateur, snack, eau, argent liquide ». Puis, comme une incantation protectrice, elle avait ajouté de nouveau « pas de route du lac après la tombée de la nuit, pas d'eau au-delà des genoux. Si quelque chose appelle ton nom, n'y réponds pas. » Elle arracha le papier, le colla au tableau de bord avec un morceau de ruban bleu. Le talisman devait rester en vue. Tyler, leur fils, fourrait dans son sac à dos une lampe torche et son livre de monstres préféré. Il essayait de se donner un air indifférent, mais ses yeux brillaient d'une excitation nerveuse. « On va vraiment chez mamie ?» demanda-t-il, mi-sceptique, mi-impatient. « Pour quelques jours seulement, » répondit Jenny, douce mais ferme. « Mets tes chaussures. N'oublie pas ton sweat. » Megan, leur cadette, glissait dans son sac un lapin en peluche, aux oreilles écrasées par des années de câlins. « Est-ce que mamie a des veilleuses ?» murmura-t-elle, la voix tremblante. Jenny lui caressa les cheveux, puis sortit de son sac 2 petits dispositifs électriques. « Elle en a maintenant. » Daniel, de son côté, faisait un dernier tour dans le salon. Il prit les câbles, son ordinateur portable, sur le répondeur clignotait 2 messages. La voix grave de l'adjoint Mendez rappelant à tous de respecter le couvre-feu, puis celle d'un voisin évoquant à demi-mot la gravité de la réunion. Daniel effaça les 2, soupira et saisit ses clés de voiture. À la porte, Jenny posa sa main contre le verrou. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Chaque pression accompagnée d'un souffle compté jusqu'à 4. Daniel observa le rituel sans mot dire. Il aurait pu la taquiner, mais ce soir, il savait, mieux valait garder le silence. Ils montèrent dans leur SUV. Jenny boucla la ceinture de Megan, puis la resserra, puis aplatit soigneusement la sangle, car un pli signifiait une marque, une blessure, une faille. Tyler leva les yeux au ciel, mais elle répéta le même geste pour lui. Enfin, Daniel mit le moteur en marche. Les pneus roulèrent doucement sur le béton du garage, puis franchirent le rebord du trottoir dans un bruit sourd. La nuit de Dagger Linn les enveloppait aussitôt. Ils avaient à peine parcouru un demi-mile qu'ils tombèrent sur le panneau flambant neuf, fixé par la mairie. Lake Road fermé après le coucher de soleil, par ordre du shérif. La plaque métallique brillait dans le faisceau des phares, chaque lettre coupante comme une menace. Mais pour rejoindre l'autoroute I-90 en direction de Cleveland, il n'existait qu'un seul chemin, longer ce lac maudit. « Vitre fermée », ordonna Jenny, les yeux rivés droit devant. « Et quoi qu'il arrive, on ne s'arrête pas. » Daniel serra le volant. La route se rétrécissait, bordée de gauche d'épais buissons et de droite d'une pente abrupte plongeant dans le noir.
Les phares accrochaient par instants les rails de sécurité, dont les réflecteurs luisaient comme des yeux. Entre deux tronçons, le lac apparaissait, un miroir sombre, ridé par le vent, brisé par la lueur vacillante de la lune. Un son monta des profondeurs, le carillon solitaire d'une bouée métallique, portée par une brise glaciale à l'odeur métallique. Jenny scrutait partout. L'accotement, le rétroviseur, le tableau de bord. Sa main se crispait parfois sur la feuille scotchée devant elle, comme pour vérifier qu'elle n'avait pas rêvé ses règles. Les enfants, eux, luttaient à leur manière. « On dit qu'il a vu un monstre dans l'eau », lança Taylor, mi-fier, mi-inquiet. « Les monstres n'existent pas. À part ta grand-mère, bien sûr. » Taylor éclata de rire, Megan gloussait dans son lapin. Daniel en profita pour embrasser furtivement la joue de Jenny. Elle secoua la tête, mais ses lèvres trahirent un sourire. C'est à ce moment que les phares clignotèrent. Une fois, puis encore. Les jauges du tableau de bord vacillèrent. Le moteur émit un râle rock, puis tout ça, avant de mourir complètement. Le silence s'abattit brutal. La direction assistée disparut, forçant Daniel à guider l'engin de toutes ses forces. Les pneus sifflèrent contre l'asphalte, tandis que le SUV s'immobilisa à hauteur d'une rambarde. De l'autre côté, la pente plongeait directement vers l'eau. Le lac brillait d'un éclat spectral, la lune réfléchit en éclats brisés. Daniel inspira, ferma les yeux une seconde. Génial. Batterie, pompe à Bézance. Je sais pas. Je vais voir. Jenny tendait déjà sa main vers le téléphone. Aucun signal. Même pas une barre. Le cœur battant, elle fixa Daniel. « Appelle le shérif. Tout de suite !» Il hocha la tête, mais ses doigts se crispèrent sur le combiné, alors qu'il sortait du véhicule. Le froid s'engouffra aussitôt, mordant, humide. Le claquement du capot résonna comme une alarme dans la nuit. Jenny, restée à l'intérieur, posa sa main sur la cuisse de Megan. « Restez attachés, ne bougez pas. » Ses yeux fouillaient l'obscurité. Chaque souffle de vent sur les roseaux ressemblait à un pas. Chaque vague contre les rochers devenait un murmure. Au loin, un écho métallique. Le carillon de la bouée, encore une fois. Mais plus proche, un autre bruit. Un plouf. Trop lourd pour un poisson, trop rapide pour une vague. La gorge de Jenny se serra. Jenny fixait le rétroviseur. L'ombre de son mari, légèrement voûtée, se découpait sous le halo vacillant des phares. Il parlait à son téléphone, hochant la tête comme s'il recevait une réponse. Mais elle n'entendait rien, seulement le vent qui sifflait à travers la rambarde et le ressac lent de l'eau contre les rochers. Elle serra son propre portable. 0 barre, pas même un souffle de réseau. La gorge sèche, elle caressa machinalement la joue de Megan, qui pressait son lapin contre son visage. Tyler, lui, s'étirait pour voir par-dessus son épaule, avide d'apercevoir son père. Le temps s'étirait, comme suspendu. Les secondes devenaient des lames qui raclaient ses nerfs. Jenny tapotait du pouce le volant, le regard oscillant entre le miroir et ses enfants. Chaque craquement de branche résonnait comme un signal, chaque éclaboussure contre la berge ressemblait à un appel. Puis, dans le lointain, 2 phares apparurent, flottant comme des yeux lumineux au milieu des arbres. Jenny se redressa, le cœur battant. Peut-être une voiture, peut-être une aide. La lumière se rapprochait, emplissant l'habitacle d'une lueur crue qui semblait repousser les ténèbres. L'espace d'un instant, elle se sentit presque en sécurité. Mais la voiture ne s'arrêta pas. Les pleins phares les aveuglèrent, blanchissant l'intérieur du SVV. Elle crut voir un profil derrière le volant, une silhouette fugitive. Puis le véhicule passa, glissa le long de la route sans ralentir et disparut derrière le virage. La nuit retomba, plus lourde encore, comme si les ténèbres s'étaient épaissies, décidées à engloutir notre maigre bulle de lumière. Jenny sentit sa poitrine se contracter. Elle jeta un œil au tableau de bord. Minuit passé. Son mari était dehors depuis plusieurs minutes. Elle pensait à descendre, mais une peur viscérale la retenait. L'idée de se retrouver seule sur cette bande d'asphalte, le lac béant à ses pieds. Soudain, la portière s'ouvrit. Daniel réapparut, la voix tendue. « Marcus est en route. Il sera là dans 15 minutes. » Jenny cligna des yeux. « Marcus, le mécanicien ? Il est plus proche que le shérif. Il peut nous tirer de là avant qu'il n'arrive quoi que ce soit. » Jenny serra les mâchoires. Et qu'est-ce qu'il aurait fait, George Lost? Arriver avec un filet de pêche? Marcus peut nous tirer de là avant qu'il n'y arrive quoi que ce soit. Jenny secoua la tête, la panique dans les yeux. Tu n'étais pas à la réunion, Daniel.
Tu n'as pas vu son visage? Ce n'est pas une panne ordinaire, ce n'est pas la route qui est dangereuse, c'est ce qu'il y a dans l'eau. » Elle marchait nerveusement d'un côté à l'autre, ses bottes crissant sur le gravier, ses yeux revenaient sans cesse vers la rambarde. Daniel leva une main, cherchant à la calmer. « Jenny, les enfants, tu les effraies. » Elle allait répliquer, mais le reste de la phrase se perdit dans un souffle. Quelque chose surgit de l'ombre. Une masse sombre, rapide, trop rapide pour être réelle. Un mouvement sans forme, une puissance concentrée en un instant. Il y eut un bruit sec, écœurant, comme un sac lourd frappé contre le métal. Jenny bascula sur le côté, son cri étranglé dans sa gorge. Ses pieds quittèrent le sol. En une fraction de seconde, son corps fut happé au-delà de la rambarde, englouti par le noir, avalé par le vide. Le gravier roula, dans le silence, ricochant contre la pente. Puis, plus rien. Juste le clapotis régulier du lac, comme si l'eau venait de refermer ses lèvres sur un secret. « Jenny !» Le hurlement de Daniel fendit l'air, brut, déchirant. Il se précipita vers la rambarde, les mains crispées sur le métal glacé. Mais l'espace où elle se trouvait n'était plus qu'un trou béant dans la lumière des phares. De l'intérieur du SVV, un cri strident monta, Megan secouée de sanglots. Tyler figé, incapable de détacher son regard du vide. Daniel ne réfléchit pas, ses jambes bougèrent avant sa tête. Il enjamba la barrière et sauta. Ses bottes dérapèrent sur la pente, la terre humide et le gravier roulant sous ses pas. Son cœur battait comme un tambour de guerre, chaque pulsation cognant dans ses tempes. Il descendait trop vite, manquant de glisser à chaque foulée, s'agrippant aux broussailles qui fouettaient ses bras. « Jenny !» cria-t-il encore, la gorge déchirée. Mais le lac ne lui renvoyait que son propre écho. Plus bas, la lumière de la lune frappait l'eau noire, transformant chaque vague en lame argentée. L'air empestait le métal humide, un goût d'air lui collant à la langue. Alors, il vit. À la limite des vagues, le corps de Jenny, étendu face contre terre, les cheveux trempés collés à ses joues, elle glissait lentement, tirée vers le lac, pas seule. Une créature la traînait. Ses grimpons s'enfonçaient dans ses mollets, traversant le tissu, la chair, comme des hameçons. Chaque pas lourd l'amenait un peu plus près de l'eau. Le mouvement n'était pas précipité, il était méthodique, presque dansant. Ses épaules oscillaient de gauche à droite, comme si elle suivait une musique silencieuse, une mélodie que seul le monstre entendait. Daniel sentit la terre se dérober sous lui. Son esprit criait que ce n'était pas possible, mais son corps réagit avant lui. Il tira son couteau de poche, la lame jaillissant avec un déclic métallique minuscule. « Hé !» hurla-t-il, la voix brisée par la rage et l'effroi. La créature s'immobilisa. Son cou pivota lentement, trop lentement, jusqu'à croiser le regard de Daniel. Et là, il vit son visage. Une gueule démesurément large, emplie de dents effilées, qui semblait trop longue pour tenir dans cette mâchoire. Un sourire grotesque, étiré comme si la chose trouvait cela amusant. Ses yeux luisaient, inhumains, fixés sur lui avec une intensité qui glaça son sang. Daniel ne sentit plus la peur, seulement la rage. Il plongea vers l'eau, les jambes battant dans les vagues glacées, ses bras tendus vers Jenny. L'eau du lac saisit Daniel comme une main glacée, lui coupant la respiration dès qu'il y plongea. Son souffle se transforma en vapeur, son cœur cognait si fort qu'il crut que sa poitrine allait éclater. Chaque mouvement lui arrachait une douleur sourde dans les muscles. Mais il continuait, ses yeux rivés sur Jenny, étendue, inerte, à demi engloutie. La créature ne bougeait pas. Elle semblait attendre, droite, ses griffes toujours plantées dans les jambes de Jenny. Comme un pêcheur sûr de sa prise, comme un prédateur savourant le moment. Daniel poussa un cri féroce, brandissant son couteau au-dessus de l'eau qui lui montait désormais jusqu'à la taille. « Lâche-la !» Alors, la chose tourna la tête. Lentement, avec une fluidité grotesque. Ses yeux étranges brillèrent sous la lune, deux lueurs blafardes qui semblaient voir au-delà de la chair, au-delà de l'âme. Et son sourire s'élargit encore. Daniel franchit les derniers mètres en nageant à grandes brassées. Son couteau fendit mer et s'abattit en un éclair d'acier, mais la créature esquiva à peine, comme si elle avait anticipé le geste. Ses griffes se délogèrent de la chair de Jenny et jaillirent vers lui. Un choc brutal. Daniel sentit son poignet se bloquer, la lame immobilisée à quelques centimètres du visage hideux. La force de la chose était inhumaine, une marée qui écrasait ses os, qui pliait ses tendons. Pourtant, il tint bon, les bras tétanisés, la rage animant ses muscles comme une fièvre. « Tu ne l'auras pas !» cria-t-il, sa voix se brisant dans l'écho du lac. La créature tourna alors la tête, lentement,
avec une fluidité grotesque. Ses yeux étranges brillèrent sous la lune, deux lueurs blafardes qui semblaient voir au-delà de la chair, au-delà de l'âme. Et son sourire s'élargit encore. Daniel franchit les derniers mètres en nageant à grande brassée. Son couteau fendit l'air et s'abattit en un éclair d'acier, mais la créature esquiva à peine, comme si elle avait anticipé le geste. Ses griffes se délogèrent de la chair de Jenny et jaillirent vers lui. Un choc brutal. Daniel sentit son poignet se bloquer, la lame immobilisée à quelques centimètres du visage hideux. La force de la chose était inhumaine, une marée qui écrasait ses os, qui pliait ses tendons. Pourtant, il tint bon, les bras tétanisés, la rage animant ses muscles comme une fièvre. « Tu ne l'auras pas !» cria-t-il, sa voix se brisant dans l'écho du lac. La créature se pencha alors, son souffle fétide mêlant odeur de vase et de sang, et Daniel aperçut une lueur de moquerie dans ses yeux. L'espace d'un instant, il eut la sensation qu'elle s'amusait. Puis d'un mouvement sec, une griffe traça une entaille sous sa mâchoire. La douleur explosa, brûlante, et un flot chaud se répandit le long de son cou. Daniel chancela, le sang se mêlant à l'eau noire. Mais il ne lâcha pas. Même vacillant, même à bout de force, il plongea de tout son poids, projetant son corps contre celui du monstre. Ses bras battaient l'eau, ses jambes s'enfonçaient dans la vase. Sa main libre agrippa la cheville de Jenny, comme pour l'ancrer, comme pour lui dire « Je ne t'abandonne pas ». De l'autre côté, dans l'habitacle, Tyler et Megan voyaient tout. Leurs visages étaient collés à la vitre embuée, les yeux écarquillés par l'horreur. Megan pleurait silencieusement, son lapin trempé de larmes. « Maman !» sanglota-t-elle. « Maman !» Tyler, lui, fixait la scène avec une rigidité glaciale. Son poing serrait sa lampe torche au point que ses jointures blanchissaient. Mais il ne bougeait pas. Car que pouvait-il faire? Il n'avait que 10 ans, enfermé dans une voiture éteinte, face à un cauchemar sorti du lac. Chaque seconde s'éternisait. Les phares projetaient sur l'eau des reflets déformés, éclairant par à coups le combat désespéré de leur père. Puis un cri, le cri de Daniel, déchirant avant que son visage ne disparaisse sous les vagues. Megan hurla à son tour, secouée de spasmes. Tyler ferma les yeux, incapable de supporter davantage, mais le bruit de l'eau, ce clapotis mêlé d'éclaboussures, de coups étouffés, emplissait l'habitacle comme une torture sonore. Finalement, un silence glacial. Et quand Tyler osa rouvrir les yeux, il vit le pire. La créature se redressait lentement, ses griffes dégoulinantes. Dans ses bras ballottait le corps de Jenny, inerte. Daniel, lui, n'était plus visible. Dans le silence glacé, alors que Megan sanglotait contre son lapin et que Tyler fixait obstinément la vitre comme pour défier l'obscurité, un bruit se fit entendre. Un grondement sourd, lointain d'abord, comme un tonnerre qui roulerait sous terre. Puis, peu à peu, il se précisa. Un moteur. Les deux enfants se redressèrent d'un bond, leur cœur bondissant dans leur poitrine. Des phares percèrent la nuit, déchirant l'obscurité de leur lumière jaune. Le halo se refléta sur la rambarde, sur les vitres embuées du SUV, et le bruit se mua en ronronnement familier, celui d'un vieux pick-up. « Quelqu'un vient !» murmura Tyler, la voix cassée. La camionnette s'arrêta à quelques mètres, ses freins geignant comme une bête fatiguée. La silhouette d'un homme descendit du siège conducteur. Sa démarche était reconnaissable entre toutes. Un pas lourd, boitant, mais sûr. Un manteau élimé lui tombait sur les épaules et une caisse à outils tintait doucement à chaque foulée. C'était Marcus Wilkins, le vieux mécanicien de la ville, l'homme qui jadis avait réparé le vélo de Tyler sans jamais demander un centime. Celui qui connaissait chaque bruit de moteur comme on connaît les battements d'un cœur. Ses traits étaient burinés, ses joues creuses, ses yeux fatigués. La graisse semblait incrustée dans ses mains pour l'éternité, ses ongles tachés par des années de travail. Ses cheveux, autrefois noirs, n'étaient plus que cendres. Et pourtant, dans sa posture, dans son regard, se lisait une force tranquille, une volonté forgée par la douleur, par la solitude depuis qu'il avait perdu sa femme. Il s'approcha du SUV, plissant les yeux à travers la vitre. Ses lèvres s'entr'ouvrirent et sa voix grave mais douce parvint aux enfants. « Vous allez bien là-dedans » Megan éclata en sanglots. Sa petite voix fendit le silence comme un couteau. « Il y avait un monstre. Il a pris maman. » Marcus fronça les sourcils, secouant légèrement la tête. «
Des bribes de mots lui parvenaient. Monstre. Maman. Ses mains se crispèrent sur sa caisse à outils. Il se bança, posa sa main calleuse contre la vitre. « Ouvrez les petits, c'est moi. On n'avait rien à craindre. » Tyler hésita. Ses yeux allaient du visage usé du mécanicien à l'obscurité au-delà. Puis, lentement, il fit glisser le verrou. La porte s'ouvrit dans un grincement métallique. L'air glacé s'engouffra aussitôt, mordant leurs joues. Marcus les attrapa avec précaution, les aidant à descendre un à un, comme s'ils étaient faits de verre. Megan s'agrippa à son manteau, son lapin pressé entre eux. Tyler resta plus raide, mais son regard fixait Marcus avec un mélange de soulagement et de peur. « Venez !» murmura-t-il, en les guidant vers son pick-up. « Montez derrière, vite. Vous êtes en sécurité maintenant. » Il les installa à l'arrière, claqua la porte doucement, puis jeta un coup d'œil par-dessus son rétroviseur. La route était calme, trop calme. Seule la respiration lourde du lac troublait l'air. Marcus serra les mâchoires. Son instinct criait que la menace n'était pas partie. Il retourna à son siège conducteur, saisit la radio fixée au tableau de bord. « Ici Marcus Velkins, sur Lake Road. J'ai trouvé 2 enfants seuls dans une voiture abandonnée. Il s'est passé quelque chose de grave. Envoyez quelqu'un tout de suite. » Une voix grésilla à travers le haut-parleur, celle de l'adjointe Mendez. « Marcus ? Tenez bon, on vous envoie du renfort. Donnez votre position exacte. »« Près de Palmer's Bluff, » répondit-il, le regard rivé sur le rétroviseur. « Dépêchez-vous. » Il relâcha le micro, ses doigts tremblant légèrement. Puis il se retourna vers les enfants, leur offrant un sourire qui n'atteignait pas les yeux. « Ça va aller. Vous êtes en sécurité, d'accord ?» Mais lui-même n'y croyait qu'à moitié. Il se saisit d'un long outil posé sur le siège passager, une clé à molette, massive, usée, mais solide. Son arme improvisée. Ses doigts arthritiques la serraient avec une force étonnante. Il ouvrit la portière, le vent nocturne fouettant son visage, et se posta face au lac. Ses yeux balayèrent la pente qui plongeait vers l'eau. Il crut d'abord voir une masse de bois échoué, mais non. La descente était pénible. Chaque pas faisait craquer le gravier sous les bottes de Marcus et chaque craquement semblait hurler dans la nuit. L'air se glaçait à mesure qu'il approchait du rivage, comme si le lac exhalait son propre souffle, humide, métallique, saturé de menaces. Il serrait sa clé à molette d'une main, l'autre lui servant à s'équilibrer contre les buissons. Son genou gauche protestait à chaque mouvement, mais il serrait les dents. Derrière lui, dans la camionnette, il savait que 2 paires d'yeux le suivaient, tremblantes, priant qu'il ne tombe pas, qu'il ne disparaisse pas à son tour. Enfin, il atteignit le bas de la pente. Le gravier humide crissa sous ses pas et le bruit régulier des vagues le frappa de plein fouet. Là, devant lui, allongée comme une poupée abandonnée, gisait Jenny Harper. Ses cheveux trempés collaient à ses tempes, ses bras pendaient dans une posture anormale. Son torse, ouvert, révélait un vide atroce, comme si quelque chose avait été arraché d'elle. Marcus sentit son estomac se tordre, une bile acide remonter le long de sa gorge. « Mon Dieu !» souffla-t-il, la voix rauque. Il s'accroupit, son ombre se pliant dans la lueur froide de la lune. De près, c'était pire, la peau livide, les yeux à demi ouverts, fixes, reflétant la pâleur spectrale de l'eau. On aurait dit qu'elle l'implorait encore, muette. Marcus ferma brièvement les paupières. Les images se bousculèrent. Sa propre femme dans un lit d'hôpital, consumée par la maladie, les yeux vidés par la douleur. Le même regard, brisé, impuissant. Il inspira profondément, posa 2 doigts sur le cou de Jenny par réflexe. Rien. Juste le froid. Puis, il entendit un bruit. Un plouf, lent, délibéré. Pas une vague, pas un poisson, un pas. Marcus redressa la tête, les narines dilatées.
Ses yeux fouillèrent la surface sombre. La lune dessinait des reflets brisés sur les vaguelettes, mais au-delà, l'eau semblait plus noire encore, comme si une masse s'y mouvait sous la surface. Un silence pesant, puis un autre bruit, lourd, mouillé, comme quelque chose qui émerge. Et alors, il la vit. Une silhouette surgit du lac, haute, démesurée. L'eau ruisselait de ses épaules, éclaboussant les pierres dans un bruit poisseux. Sa peau luisait, grisâtre, traversée de veines sombres qui pulsaient faiblement, comme si le monstre portait le lac lui-même dans son corps. Ses bras, trop longs, se terminaient par des griffes effilées, courbes, qui raclaient déjà le sol en émettant un son grinçant, métallique. Sa gueule béante s'étira dans un sourire grotesque, révélant des rangées de dents trop nombreuses, trop fines, comme des aiguilles. Et ses yeux. Des yeux jaunes, brillants, plantés dans leurs orbites comme deux lanternes démoniaques. Ils fixèrent Marcus sans un clignement, sans un doute. Le vieux mécanicien sentit la peur l'envahir comme une vague glacée. Tout son corps criait de fuir, mais derrière lui, dans le pick-up, 2 enfants attendaient, 2 vies innocentes suspendues à sa décision. Alors, il raffermit sa prise sur la clé à molette. Ses mains tremblaient, ses genoux vacillaient, mais ses yeux restèrent ancrés dans ceux du monstre. « Tu ne les toucheras pas », grogna-t-il entre ses dents. La créature avança, lentement, ses pas faisant trembler les pierres du rivage. Sa bouche ne s'effaçait pas, elle s'élargissait, comme si elle savourait déjà la lutte. Une de ses griffes traîna sur une roche, produisant un grincement strident qui fit vibrer l'air. Marcus serra les dents, brandit son arme comme un prolongement de son bras. Les souvenirs affluèrent. Son enfance, quand il regardait Creature from the Black Lagoon sur une vieille télé noir et blanc, terrorisé au point de ne plus oser approcher un lac. Voilà, la vision cauchemardesque de ses 8 ans prenait chair ici, sous la lune d'Ohio. La bête s'immobilisa à 2 mètres de lui, la tête inclinée, l'observant comme on jauge une proie. Puis elle avança une griffe, lentement, traçant un cercle invisible dans l'air, comme un défi, comme une invitation à danser. Marcus inspira, posa un pied ferme dans le gravier et leva sa clé à molette à hauteur de son épaule. « Si tu veux m'emmener, tu vas devoir te battre. » Le rivage vibrait d'une tension insoutenable. Marcus, les mains crispées sur sa clé à molette, fixait la créature qui le dominait de toute sa hauteur. Le vent soulevait l'écume, et chaque vague qui venait mourir sur les pierres ressemblait au battement d'un tambour de guerre. La bête fit le premier mouvement. Son bras jaillit comme un fouet, la griffe sifflant dans l'air. Marcus eut juste le temps de lever son outil. Le métal heurta l'os dans un fracas étourdissant, l'impact résonnant comme un gong sous la lune. Le choc l'envoya presque à genoux, ses vieux muscles hurlant sous l'effort. Mais il tint bon. Son souffle était court, son cœur battait si vite qu'il croyait qu'il allait exploser. Et pourtant, il refusa de lâcher. Il pivota, laissant son poids faire descendre sa clé, et frappa. Le coup heurta le visage du monstre, juste sous l'œil gauche. La créature poussa un grognement guttural, recula d'un pas, puis redressa lentement sa tête, un filet noir dégoulinant de sa joue. Elle souriait encore. Marcus sentit un frisson glacier courir le long de son échine. Elle aimait ça. Elle voulait qu'il lutte. Alors, elle avança d'un bond, son corps difforme jaillissant avec une vitesse inhumaine. Sa griffe agrippa le poignet de Marcus au moment où il armait un nouveau coup. La douleur irradia instantanément, ses os craquèrent, et la clé se bloqua à quelques centimètres de la gueule monstrueuse. Marcus grogna, ses veines saillantes sous la peau, chaque tendon de ses bras bandé comme un câble prêt à rompre. Pendant un instant, il soutint le monstre. Une seconde d'éternité, où l'homme, usé par la vie, tintait à l'impossible. Mais la créature plia son poignet avec une lenteur sadique. Marcus sentit ses muscles se déchirer. Son outil bascula vers lui. Puis, une griffe remonta, effleurant son cou, traçant une ligne fine,
et brûlante. Le sang jaillit. Un jet chaud, brutal, éclaboussant sa chemise, coulant le long de son col. Marcus chancela, lâchant sa clé. Ses mains se portaient instinctivement à sa gorge, mais la plaie coulait trop. Il recula en titubant, son souffle transformé en gargouillis. Ses yeux se levèrent vers la camionnette, où 2 visages d'enfants se pressaient contre la vitre. Megan pleurait, Tyler restait figé, les poings serrés autour de sa lampe. Marcus voulut leur dire de fuir, de ne pas ouvrir la porte, de courir s'ils en avaient la chance. Ses lèvres remuèrent, mais aucun mot n'en sortit. Seulement un râle. Puis, ses jambes cédèrent. Il s'effondra sur le gravier, son corps heurtant les pierres dans un bruit sourd. Le sang s'étalait autour de lui, sombre, luisant sous la lune comme une nappe d'huile. Dans le pick-up, les enfants criaient. Megan hurlait à se déchirer la gorge, son lapin écrasé contre son visage. Tyler, blême, tapait du poing contre la vitre, les larmes aux yeux. « Marcus !» La créature se tourna vers eux. Lentement, son dos se voûta, son sourire s'élargit, découvrant ses dents couvertes de sang. Elle traîna sa griffe contre la portière du véhicule. Screech! Le son aigu fit trembler la tôle et vibra dans leur crâne comme une lame. Puis elle se pencha, son visage grotesque collé à la vitre. Ses yeux roulaient dans leurs orbites. Ses lèvres s'étiraient. Elle portait quelque chose dans la main. Un morceau de chair. Et, sous les yeux horrifiés des enfants, elle le porta à sa gueule. Ses dents s'enfoncèrent, broyant la viande dans un bruit écœurant. Tyler étouffa un cri, Megan poussa un gémissement aigu. La bête mâchait lentement, savourant, ses yeux fixés sur eux, comme pour les forcer à regarder. Puis elle fait le geste, presque théâtral, de taper son doigt griffu contre le verrou de la porte. Tac, tac, tac. Le son résonnait comme un compte à rebours. Et soudain, un fracas, un hurlement de métal, un choc brutal. La créature poussa un cri guttural, reculant d'un bond, son sourire se rompit, remplacé par un recticu de douleur. Marcus, debout, vacillant, son torse couvert de sang, mais debout. Sa clé à molette levée à 2 mains, ses yeux brûlants d'une flamme qui aucune douleur ne pouvait éteindre. Il l'avait frappé de toutes ses forces, juste sous la tempe. « Pas mes gosses !» murmura-t-il d'une voix déchirée. Son corps tremblait, ses jambes vacillaient, mais il fit un pas en avant. Le monstre recula légèrement, surpris par la ténacité de ce vieil homme à moitié vidé de son sang. Puis des lumières. Des gyrophares rouges et bleus explosèrent dans la nuit, éclaboussant la route de couleurs frénétiques. Le crissement de pneus vrilla l'air, une voiture jaillit, percutant la créature de plein fouet, dans un vacarme de tôle et d'os. La mortière se claqua et une silhouette massive en sortit. Revolver déjà en main, regard de feu sous le bord de son chapeau. Shérif George Lost. « À terre, espèce de saloperie !» Une seconde silhouette surgit de la voiture, plus jeune, casquette enfoncée sur ses cheveux clairs. David Winters, lui, ne regarda même pas le monstre. Il fonça droit vers le pick-up, ouvrit la portière et attrapa les enfants, les poussant hors de leur prison de verre. « Baissez-vous !» hurla-t-il, les guidant derrière lui. Derrière, les coups de feu éclatèrent. Bang, bang, bang. La créature recula à chaque impact, des giclées de liquide noir éclaboussant sa route. Mais elle ne tombait pas. Pas encore. Le vacarme était assourdissant. Les coups de feu du shérif crépitaient, résonnant contre la rambarde métallique. Chaque détonation faisait jaillir une giclée de fluide noir du corps de la créature. Mais elle tenait encore, titubante, son sourire dément toujours accroché à ses lèvres démesurées. George Lost ne scilla pas. Il avançait pas à pas, son revolver crachant flammes et fumée, tandis que David poussait les enfants vers la voiture de patrouille. « Allez, dépêchez-vous !» cria-t-il, la voix éraillée par l'urgence. Tyler trébucha, Megan s'accrocha à son bras, son lapin traînant derrière elle dans la poussière. George les rattrapa d'une poigne ferme, les installa sur la banquette arrière du véhicule. « Restez couchés, ne levez pas la tête !» ordonna-t-il d'une voix qui ne souffrait aucun refus. Derrière eux, Marcus Wilkins tenait encore. Ses genoux pliaient, ses bras tremblaient, mais il refusait de tomber. Son regard était fixé sur les enfants, comme s'ils étaient la seule chose qui le maintenait debout. Il tituba vers eux, traînant sa clé à molette encore dégoulinante. Mais avant qu'il n'atteigne la voiture, ses jambes cédèrent. George et David se précipitèrent pour le soutenir, l'attrapant sous les bras.
Il respire encore, lança George, plus comme un ordre que comme une constatation. Ils lissèrent tant bien que mal jusqu'au véhicule, son sang éclaboussant leurs uniformes. Marcus grogna faiblement, ses lèvres s'ouvrant à peine. Ses yeux rencontrèrent ceux de Tyler, qu'il observait avec une terreur muette. Dans ce regard se lut une promesse silencieuse. « Je n'ai pas pu sauver tes parents, mais toi et ta sœur, vous sortirez d'ici, vivants. » Marcus s'effondra contre le siège, son souffle sifflant, sa main encore crispée sur sa clé. George claqua la portière arrière, dégaina de nouveau. Mais déjà la créature se relevait, son corps cabossé par les balles se tordait comme un pantin désarticulé. Mais elle se redressait, plus grande, plus menaçante. Son sourire s'élargit, découvrant des dents couvertes de sang humain. Elle bondit. « Bordel, accroche-toi !» hurla George. Il sauta derrière le volant, fit rugir le moteur. La voiture de patrouille jaillit en arrière, pneus hurlants, gravier projeté comme des gerbes d'étincelles. La créature s'abattit sur le capot, ses griffes crissant contre le métal. Ses yeux jaunes luisaient à travers le pare-brise, à quelques centimètres des visages terrifiés. Megan hurla. Tyler plaqua ses bras autour d'elle, son lapin traînant derrière elle dans la poussière. George les rattrapa d'une poigne ferme, les installa sur la banquette arrière du véhicule. « Restez couchés. Ne levez pas la tête », ordonna-t-il d'une voix qui ne souffrait aucun refus. Derrière eux, Marcus Wilkins tenait encore. Ses genoux pliaient, ses bras tremblaient, mais il refusait de tomber. Son regard était fixé sur les enfants comme s'ils étaient la seule chose qui le maintenait debout. Il tituba vers eux, traînant sa clé à molette encore dégoulinante. Mais avant qu'il n'atteigne la voiture, ses jambes cédèrent. George et David se précipitèrent pour le soutenir, l'attrapant sous les bras. « Il respire encore », lança George, plus comme un ordre que comme une constatation. Ils lissèrent tant bien que mal jusqu'au véhicule, son sang éclaboussant leurs uniformes. Marcus grogna faiblement, ses lèvres s'ouvrant à peine. Ses yeux rencontrèrent ceux de Tyler, qu'il observait avec une terreur muette. Dans ce regard se lut une promesse silencieuse. « Je n'ai pas pu sauver tes parents, mais toi et ta sœur, vous sortirez d'ici vivants. » Marcus s'effondra contre le siège, son souffle sifflant, ses yeux se fermaient déjà. « Il va pas tenir, George ?» Le shérif ne répondit pas, ses mâchoires serrées, ses yeux fixés sur la route. Sa seule obsession, les ramener vivants jusqu'au poste. « Et toi, qui écoutes cette histoire, si tu veux découvrir d'autres récits où la mort et l'horreur rôdent à chaque détour, abonne-toi maintenant à Nuit d'horreur. Tu ne voudrais pas manquer la suite de ce qui se cache au fond du lac. Le poste du shérif baignait dans une lumière blafarde. Les néons au plafond grésillaient faiblement et l'odeur de café froid se mêlait à celle du désinfectant. Le calme qui y régnait n'avait rien d'apaisant. C'était un silence chargé, saturé de ce qui venait de se passer. George Lost était assis à la table, ses mains massives serrées autour d'un gobelet de café fumant qu'il n'avait pas touché. Son regard se perdait dans le liquide sombre, comme s'il cherchait une réponse dans les remous. En face de lui, David Winters s'affaissait sur sa chaise. Sa chemise portait encore les taches brunes du sang de Marcus. Ses coudes reposaient sur la table, ses mains soutenant son visage. Il n'avait pas prononcé un mot depuis qu'ils avaient franchi les portes du poste. Dans la pièce voisine, on entendait les pas précipités du personnel médical improvisé. Marcus Wilkins, le vieux mécanicien, avait été allongé sur une civière de fortune. Son souffle était irrégulier, sa peau cireuse. Le docteur Graham, appelé d'urgence, s'acharnait à stabiliser la plaie béante à son cou. Mais George savait. Trop de sang avait été perdu. Même avec tout le courage du monde, l'homme n'avait qu'une chance infime de voir le matin. 1 heure plus tôt, les enfants Harper avaient été emmenés, serrés contre leurs grands-parents maternels. La scène restait gravée dans la mémoire de George. Tyler, muet, ses yeux fixés sur le vide, incapable de cligner. Megan, quant à elle, hurlait le nom de sa mère, son petit lapin en peluche imbibé de larmes. Les grands-parents les avaient enveloppés de leurs bras, mais l'étreinte paraissait dérisoire face au gouffre qui venait de s'ouvrir sous leurs pieds. George avait suivi la voiture familiale du regard
jusqu'à ce que les phares disparaissent dans la nuit. Une impression persistante l'avait serré à la gorge. Il venait de remettre 2 âmes fragiles à un monde incapable de les protéger. « Tu crois que Marcus va s'en sortir ?» demanda David enfin, sa voix rauque brisant le silence. George ne répondit pas immédiatement. Il posa son gobelet, inspira profondément et secoua la tête. « C'est un dur à cuire, mais cette blessure, ça aurait tué n'importe lequel d'entre nous. » Un silence lourd s'installa à nouveau. « Et ce truc, George, qu'est-ce que c'était ?» souffla David. « On n'a même pas de mots pour ça. » Le shérif leva enfin les yeux. Son visage, creusé par les années, semblait plus fatigué que jamais. « J'en sais rien, dit-il d'une voix basse. Mais ce que je sais, c'est que le lac est trop vaste. Même avec des renforts, on pourrait fouiller chaque rivage pendant des mois sans rien trouver. Et je crois que ce monstre n'a aucune intention de se laisser attraper. » David passa une main sur son visage secoué. « Et les parents ? On n'a rien trouvé. Pas un corps, pas une trace, rien. » George serra les dents, son regard se durcissant. « Rien, répéta-t-il. Seulement quelques empreintes près de la berge. Après ça, plus rien. Comme si l'eau les avait avalées. » Il croisa les mains devant lui, songeur. Le pire, c'est que les enfants répètent la même chose. Marcus les a sauvés. Marcus s'est dressé contre un monstre. Et tu sais quoi ? Je les crois. Le vieux shérif se redressa, son gobelet à la main. Il jeta un coup d'œil vers la fenêtre du poste. Au dehors, le lac s'étendait dans l'ombre, son immensité paisible trahissant la violence qu'il abritait. « On tiendra cette nuit, dit-il plus pour lui-même que pour David. Demain, les gens voudront des réponses. Mais moi, je veux surtout que ma ville soit encore debout au lever du soleil. » David hoqua lentement la tête, mais tous deux savaient qu'aucune promesse ne pouvait tenir face à ce qu'ils avaient vu. Dans la pièce voisine, un cri étouffé du docteur Graham les fit sursauter. Marcus venait de s'agiter sur sa civière de fortune. Son souffle sifflant emplissait l'air, mêlé à un gémissement presque animal. Ses mains cherchaient encore, comme si même dans la douleur la plus profonde, elle tentait d'empoigner une clé invisible, un outil, une arme, comme s'il refusait jusqu'au bout d'abandonner le combat. George serra les poings. « Tenez bon, Marcus, tenez bon !» La nuit s'étira, lourde, interminable. Le lac continuait de respirer dans l'obscurité, ses vagues effleurant la berge comme une bête qui attend son heure. 2 enfants pleuraient leurs parents disparus. Un vieil homme se vidait de son sang en héros, et une petite ville comprenait enfin que ces règles n'étaient pas des superstitions. Elles étaient tout ce qui lui restait pour survivre. Fin de cette histoire. Mais d'autres horreurs attendent dans l'ombre. Abonne-toi dès maintenant à la chaîne Nuit d'Horreur pour découvrir ce que cache encore le lac et ce que Daggerlin affrontera lors des prochaines nuits.